La guerre n'est jamais faite par ceux qui la financent et en tirent les bénéfices. Je me souviens de cette scène du documentaire de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, où le réalisateur interpelle des sénateurs américains pour qu'ils signent un document et acceptent l'enrôlement de leur enfant dans la guerre. Pas un, prêt à envoyer sa progéniture en Irak comme chair à canon pour l'oncle Sam au bénéfice des compagnies pétrolières. Que faire alors pour recruter les fils et filles des perdants du modèle américain sans utiliser la force? Agiter le drapeau et les valeurs patriotiques qui leur fera croire qu'ils se sacrifient pour leur pays. Les gagnants, les oligarques des deux camps, ceux qu'on dit démocratiquement élus dans les contrées où l'on vote pour élire son maître, ou ceux qui n'ont pas besoin pour régner de passer par le simulacre de l'élection. Les perdants, ceux sur le champ de bataille qu'on a depuis longtemps persuadés que l'ennemi était en face d'eux, mais pas au-dessus, ceux qui donnaient les ordres. Pourtant, ce sont souvent des frères et sœurs qui s'entretuent, alors que dans un monde décent, on sait qu'ils auraient pu être amis, amants, taper la carte ensemble ou cogner les verres. Malheureusement, la propagande médiatico-politique les a persuadés qu'ils faisaient partie du camp A, face à ceux du camp B. La catégorisation sociale, bien qu'automatique, est un des mécanismes les plus dangereux pour la paix sociale et nous fait tristement oublier notre commune humanité. George Orwell soulignait cette vérité alors qu'il était dans une tranchée lors de la guerre d'Espagne. Nous étions dans un fossé, mais derrière nous s'étendaient 150 mètres de terrain plat, si dénudé qu'un lapin aurait eu du mal à s'y cacher. Un homme sauta hors de la tranchée ennemie et courut le long du parapet, complètement à découvert. Il était à moitié vêtu et soutenait son pantalon à deux mains tout en courant. Je me retins de lui tirer dessus, en partie à cause de ce détail de pantalon. J'étais venu ici pour tirer sur des fascistes, mais un homme qui est en train de perdre son pantalon n'est pas un fasciste. C'est manifestement une créature comme vous et moi, appartenant à la même espèce, et on ne se sent plus la moindre envie de l'abattre. Voilà à quoi s'attellent chaque jour les politiques et leurs chapelles médiatiques. Nous priver des outils pour comprendre, donc nous monter inévitablement les uns contre les autres, puisque l'ignorance amène à trouver le mauvais coupable. Ils ne nous disent évidemment pas que le pays le plus meurtrier qui soit sont les États-Unis, et que se défaire du lien de dépendance qu'a l'Europe avec eux pour favoriser une entente avec la Russie et le monde arabe serait peut-être une meilleure solution. Non, ils préfèrent alimenter une guerre qu'ils ne font pas entre deux peuples frères qui se massacrent pour eux. Le prix Nobel de la paix décerné à Barack Obama en 2009 sera le blanc-seing lui signalant qu'il peut faire la guerre tout azimut. Sous ces deux mandats, comme aucun autre président, les États-Unis auront été en guerre. Afghanistan, Irak, mais aussi la Syrie, la Libye et les nouvelles guerres par drone au Pakistan, en Somalie et au Yémen. Aujourd'hui, le guerrier de la paix ou le pacifiste belligérant donne des conférences partout dans le monde. La dernière, en Belgique, sur les technologies de pointe. Caché pour la soirée, 600 000 €. Le sang, ça rapporte. Dans cette technologie de pointe, les drones font belle figure, à l'heure de la guerre 4.0, où on tue des êtres humains à des milliers de kilomètres, assis sur un fauteuil confortable dans un centre en Allemagne ou ailleurs. La guerre jusqu'au summum de la déshumanisation. Les États-Unis nous avaient dès le début appris que leur existence reposait sur la destruction de l'autre, puisque les Indiens, qui vivaient paisiblement sur leurs terres depuis des siècles, ont été massacrés par des dirigeants qui ne connaissaient pas le partage et ont depuis le mot pacifisme gravé sur le canon de leurs fusils. Daniel Ganser l'a bien exprimé. Les États-Unis sont la plus grande menace pour la paix mondiale. Ils ont bombardé le plus de pays depuis 1945. Ils ont plus de 200 000 soldats stationnés à l'étranger. Chaque année, le budget militaire américain augmente. Il sera de plus de 842 milliards en 2024. Comme le dit encore Daniel Ganser, le mouvement pacifiste sait que beaucoup pourrait être fait avec un tel budget annuel. Au lieu de la guerre et des armes, l'argent pourrait être consacré à soulager la faim dans les pays pauvres, à l'éducation, à la santé, à l'expansion des énergies renouvelables ou à des projets visant à lutter contre la pollution ou encore à financer des médias alternatifs qui dénoncent les mensonges de guerre ou informent sur les causes réelles de la guerre. Ainsi, la guerre externe entretient la guerre sociale interne, nourrie par d'indécentes inégalités. Quel gâchis, car c'est un souffle d'humanité qui nous emplit de bonheur
lorsque nous voyons ceux appelés ennemis laisser tomber les armes et faire la paix. Ce rapprochement entre des camps rendus virtuellement adverses par ceux qui font les guerres dans les salons feutrés mais ne les vivent pas, montre l'absurde de ces hommes qui se déchirent entre eux. C'est la trêve de Noël dans les tranchées de 14-18. Il n'est de meilleure preuve de la construction de cette haine de l'autre par les médias et qui ne peut se matérialiser que lorsque, arme à la main, notre survie dépend de la mort de l'autre. Les marchands d'armes, qui sont souvent les mêmes que les marchands de propagande, doivent donc créer des catégories abstraites dans lesquelles les gens se reconnaissent, leur rappelant ce qui les distingue plutôt que tout ce qui les rapproche, occultant à dessein notre commune humanité. La guerre, ce n'est pas la destruction de deux camps, c'est la destruction de ce qui fait de nous des êtres humains. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.